Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de Oedipe, non pas du complexe d'Oedipe, parce que là c'est vraiment une escroquerie, mais de l'histoire d'Oedipe. Voilà, parce qu'en fait Oedipe, c'est souvent interprété comme une tragédie de fatalité, celle d'un homme broyé par un destin aveugle. Alors que Oedipe est le protagoniste d'une rectification. Sa chute n'est pas une fin. Et alors quand je parle de la chute, c'est au moment où il se crève les yeux. Ce n'est pas une fin, et ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est justement le commencement d'une transformation radicale. Voilà. Il va cheminer pour permettre de rectifier ce qui a été corrompu. Donc, pour parler d'Oedipe, il faut commencer par le commencement, qui est la déviation de Laios. Laios, en tentant de fuir la prophétie par l'abandon de son fils, il commet une rupture majeure avec l'ordre sacré. Il trahit sa filiation. Il trahit son rôle de père, celle de recevoir le dépôt d'un enfant. Enfant qui contient en lui une nature divine. Il coupe également son rôle de transmetteur, de transmission. Laios ne cherche pas les causes ou à rectifier les causes de son malheur programmé. Il ne cherche pas à essayer de réparer une malédiction qui a été donnée, mais il va plutôt décider de s'en défaire, de le nier et d'évincer son fils, qui est le rappel de sa très grande trahison. Donc on va revenir à Laios, un peu plus précisément, parce qu'en fait Laios, dans la mythologie, il commet une faute très très grave, celle d'avoir fait une rupture avec l'hospitalité qui est une notion qui est sacrée. Parce qu'en fait, Laios, il a été accueilli par le roi Pélops. Le roi Pélops l'introduit chez lui confie son fils, et en fait, Laios enlève et viole donc Chrysippe, donc le fils de Pélops. Alors qu'il est invité en tant qu'invité, qu'il est accueilli en tant qu'invité, alors qu'il a toute confiance du roi, Laios, en fait, il va commettre un certain nombre de ruptures. Violation de l'hospitalité sacrée, trahison de son hôte, viol du fils, il trahit le père, il salit le fils, bref. Il commet l'irréparable. Donc après cet acte, le roi Pélops, il va maudire Laios. Et sa malédiction va porter sur sa descendance, sa lignée. Cette malédiction devient la racine du destin d'Oedipe, une conséquence de la rupture qu'Hélios a commis. Donc Laios, excusez-moi. Hélios et Laios, c'est quand même deux choses totalement différentes, opposées. Bref, lorsqu'il va voir donc l'oracle, il y a donc cette prophétie qui lui est redit. C'est qu'il aura un fils et ce fils finira par que ce fils le tuera et qu'il se couchera avec sa mère. Et quelque part, en fait, c'est que Laios, le fait d'avoir un fils le repositionne aussi dans cette image de Pélops et de son fils, c'est-à-dire que Laios, il est positionné en tant que père, il va avoir ce fils, ça devrait normalement lui faire comprendre la trahison qu'il a commise auparavant. Bah non, lui, ce qu'il va faire, c'est se débarrasser de cet enfant. Laios est dans un comportement de fuite. Il refuse
de prendre acte de de prendre acte de ce qu'il a commis, et surtout il refuse de prendre la responsabilité de ce que ça a engendré. Et c'est là en fait où Oedipe sera donc cette personne qui va prendre la réalité en pleine face, et contrairement à son père, lui aura une réaction qui sera totalement inverse. Donc la comparaison de Laios et d'Oedipe, elle est très intéressante, parce qu'on a Laios, un roi sans aucun principe, qui a commis des actes, on va dire, répréhensibles, qui est totalement contre principe, parce qu'il a commis vis-à-vis du fils de Pélops, vis-à-vis de Pélops, et il persiste dans ça en abandonnant son fils, parce que le fait d'abandonner son fils, il abandonne aussi son rôle de père, ce rôle de transmetteur. Il casse aussi la relation de cet enfant avec la mère. Et il ne faut pas oublier que symboliquement, le père et la mère, c'est le haut et le bas. Le père a un principe céleste, la mère a un principe terrestre. Donc ça donne le fruit, ce qui donne comme fruit, Oedipe coupé du ciel et de la terre. Et c'est là où c'est intéressant, c'est poignant en fait, c'est quand même... c'est une histoire qui est vraiment très bien construite, c'est parce que Oedipe veut dire pied enflé. Ou dans certaines versions, on a le terme de pied percé ou de pied entravé. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est un homme qui n'a pas de solidité à la terre. C'est un homme qui est totalement déraciné, en fait. Oedipe, moi, me fait penser aussi à Œdème. Notamment parce que Œdème veut dire pied enflé. Et l'œdème, c'est aussi le fait d'être chargé en eau. Cette eau qui, en fait, qui n'est pas drainée, qui est totalement... en fait... il n'y a pas ce contact avec la matière qui permet justement de se nourrir de la terre. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. On va garder l'idée du pied enflé ou chargé d'eau. Et l'eau aussi, c'est aussi la psyché. C'est aussi le passage des influences. Bref. Notamment. Pas que. Ça dépend comment on se place. Bref. Voilà. Donc Laios, en fait, il coupe le rôle paternel et il casse le rôle maternel. Donc, on a donc cet enfant, Oedipe, qui va construire sa réalité sur une base de mensonges et de non-dits. Et Oedipe, en fait, malgré ce déracinement, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un homme qui veut le bien, qui cherche la vérité. Lorsqu'il apprend que la prophétie lui dit qu'il va coucher avec sa mère et tuer son père, la chose qu'il fait pour éviter effectivement ce drame, c'est de quitter son royaume et de s'éloigner justement de ses parents. Lorsque il est roi et que son peuple est victime comme ça d'une malédiction dans la cité, victime de la peste, il cherche justement à rétablir l'ordre pour enlever en fait cette malédiction, enlever en fait la souffrance de son peuple. Et en fait, dans toutes ces actions à Oedipe, il lui manque le lien avec le vrai. Il agit dans le bien, il essaie d'être dans le juste, mais malheureusement, il vit dans un monde et construit sa vie sur une base qui est mensongère, qui est déformée. Et c'est pour ça que la tragédie se réalise malgré tout. Oedipe agit pour le bien et la tragédie se réalise. Et c'est là aussi que c'est fascinant.
Parce qu'on a cet homme déraciné, coupé du haut, coupé du bas. En fait, Oedipe, moi je le verrais un peu comme une feuille qui est baladée par le vent. Et ça, on y viendra un peu plus tard au niveau des différentes forces qui agissantes. Bref, maintenant on va revenir à cet acte en fait, hein, qui est quand même assez marquant. C'est que Oedipe, lorsqu'il est face à cette vérité insoutenable, en se crevant les yeux, acte qui démontre une très grosse souffrance, hein, et d'une extrême violence, c'est aussi le moment où il va rentrer dans son intériorité. Il va en fait, l'acte de s'aveugler, c'est aussi ça manifeste aussi une rupture avec le monde visible. Il ne lui reste plus que le monde intérieur. C'est une rupture avec l'extérieur. C'est extérieur cet extérieur en fait qui n'est qu'illusion et on va dire qui a été tissé sur des choses qui étaient mouvantes en fait et fausses, tronquées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la manière dont il va le faire, c'est-à-dire que il va le faire avec la broche de sa mère. Donc la mère qui rappelle l'origine du crime. Il y a également le fait qu'il ait tué son père. Donc rebelote en fait Laios qui, pour ses propres intérêts, a coupé qui coupe le lien tertiel. Oedipe reproduit la même chose, mais dans une totale ignorance en fait. À son tour également, va rompre le lien tertiel. Donc, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. C'est qu'en fait, cette broche, c'est l'instrument, ça va être l'instrument de sa révélation. Il va prendre cette broche et il va s'aveugler. Et l'aveuglement, donc effectivement, montre un passage extérieur vers un passage intérieur. La vérité visible est devenue insoutenable parce que la réalité est une extrême violence. Son monde se brise, tout vole en éclats, et Oedipe refuse de continuer à voir le monde après avoir vu la vérité. Et là, c'est un point extrêmement important et vraiment à souligner et à surligner, c'est le positionnement d'Oedipe. Oedipe, il est responsable. Il n'accuse pas le destin pour se disculper. Il ne tord pas la réalité. Il ne cherche pas d'excuses. Il accepte sa responsabilité morale. Il n'a pas choisi consciemment, mais il l'assume quand même. Il se plie au principe de vérité. Et c'est parce qu'il ne fuit pas son rôle qui va ce qui va lui permettre en fait de ne pas basculer dans la fragmentation, mais ce qui va lui permettre justement, par l'acceptation de sa place, à débuter son chemin initiatique. Même si l'horreur de son acte est, voilà, il va pas l'excuser, il va pas le minimiser, il prend acte, c'est comme ça. Voilà. Et c'est là aussi ce qui est assez marrant, hein, c'est qu'en fait, cet acte de folie, c'est un acte de folie, hein, mais cet acte de folie, c'est le début de son cheminement vers l'esprit.
Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais le monde psychique et le monde spirituel. Parce qu'on ne peut pas aller dans le monde psychique, on ne peut pas aller dans le monde spirituel sans traverser le monde psychique et d'éviter tous les pièges. Et d'ailleurs, on a comme ça Jésus qui est tenté par Satan, etc. C'est le monde psychique et spirituel, il est mélangé pour chaque individu dans le sens où dans une quête de vérité, en fait, il y a des attaques aussi tout est fait en fait pour nous arrêter, grosso modo. Et ça, on le voit aussi dans d'autres, euh, dans d'autres textes sacrés, dans d'autres textes mythologiques. Bref, on va revenir à cette histoire parce que je trouve qu'elle est très intéressante. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes parce que sinon, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas non plus faire une vidéo trop longue. Donc, Oedipe, il se crève les yeux. Hein. Donc, il passe du regard extérieur vers une vision intérieure. Lui qui avait un trône, l'opulence, l'autorité, lui qui était aussi considéré comme le sauveur de la cité, lorsqu'il a répondu au questionnement de Sphinge, en fait, il est devenu aussi la cause du malheur de la malédiction de cette cité. Et pour donc rétablir l'ordre, il va se dégager de cette place, se dégager de ce rôle attribué en plus de ça sur sur des choses qui étaient basées, comme je dis, sur du mensonge. Et c'est là où arrive le processus de dépouillement. Il demande à quitter Thèbes, il est dans l'exil, de la richesse, il va passer à la pauvreté. En fait, ce qui peut paraître être comme une chute, et en fait, l'expression... Enfin, c'est pour ça qu'il y a l'inversion souvent de la forme et du fond, souvent, notamment dans une société qui est inversée. Il y a souvent une très grande... il y a un fossé entre le fond et la forme. Dans une société véritable, le fond et la forme ne font qu'un. Mais lorsqu'on s'éloigne effectivement des principes, le fond et la forme sont souvent en fait reflets de l'inverse. Ouais. Donc en fait, Oedipe, en devenant aveugle, il retrouve une lucidité. Privé de sa vie intérieure, il commence sa voie intérieure. Ce dépouillement devient la reconstruction. Il devient véritablement voyant au moment même où il devient aveugle. Donc en fait, là on va revenir sur le principe de la responsabilité. Lorsqu'il découvre qu'il est la cause du malheur de Thèbes, il ne va pas essayer de nier, il ne va pas accuser les dieux, il ne va pas accuser ses parents, il ne va pas accuser tout le monde. Il déclare, c'est moi qui ai souillé cette ville. Il accepte les conséquences il accepte les conséquences de ce qui est, même si l'acte n'était pas conscient. Parce que la responsabilité dépasse l'intention. Donc il quitte le trône, il quitte son identité sociale, son apparence, pour entrer dans l'errance. Donc là, encore une fois, l'errance vue d'un point de vue extérieur, mais cheminement spirituel d'un point de vue intérieur. Et c'est ce dénuement total qui permettra à Oedipe en fait déraciner, à s'enraciner en lui-même. Et comme je le rappelle, c'est qu'Oedipe de base, il a un fond qui est bon. Il a préparé le terrain. Lorsque la vérité violente comme elle est, il l'apprend, il prend acte. C'est là qu'il va faire ce cheminement vers le haut. Et là, je vais parler rapidement d'Antigone. Antigone, c'est sa fille. Et elle apparaît justement au moment où Oedipe rentre dans la phase d'errance. Et en fait, Antigone, c'est pas seulement une fille dévouée.
dans la narration. En fait, elle matérialise l'âme. Oedipe est l'esprit blessé, aveugle au monde de forme, et il va s'éveiller au principe et se reconnecter au grand tout. En fait, Oedipe, c'est le microcosme qui va se reconnecter au macrocosme. Et en fait, Antigone, c'est celle qui assure le lien. Elle est la médiatrice qui va accompagner. Elle est l'intériorité extériorisée. Elle va l'aider à marcher. Elle va être sa protection, son soutien. Elle va être ses yeux. Et Antigone, par la suite, perpétuera cette continuité spirituelle. Elle va incarner la fidélité aux lois non écrites. Et en fait, à ce moment-là, Antigone et Oedipe, on peut voir le chemin de l'âme accompagnant l'esprit vers l'unité. Voilà. Et c'est là qu'on arrive bientôt à la fin. C'est la rectification, la réalisation. Oedipe, il rétablit le lien avec le grand tout que son père Laios avait rompu. Lorsqu'il arrive enfin dans le bois sacré à Colonne, il se retrouve chez lui, il le sent. Et d'ailleurs, il va dire qu'Apollon lui avait prédit tout cela. Et c'est ça qui est marrant, c'est que Oedipe, cet homme déraciné, finit son parcours dans un bois sacré. Et à Colonne, en fait, d'un homme errant dépouillé son statut, il devient une figure sacrée, un initié par la souffrance. Et il comprend que sa vie avait un sens, une direction, une finalité. Et cette finalité, c'était donc la réalisation. C'est plus un homme maudit, c'est un homme qui est béni, porteur d'une bénédiction. Sa souffrance a été sa transformation. Et en fait, Oedipe est à l'image de l'homme déraciné qui, à travers la crise, retrouve l'ordre cosmique, se relie à plus grand que lui. Sa chute devient une élévation, sa cécité devient une vision intérieure, son errance est un enracinement. Et en fait, les tragédies humaines apparaissent lorsque le monde est en total décalage avec le macrocosme, lorsque les sociétés sont construites sur des contre-principes. Alors là, la crise devient nécessaire. C'est un retour au soi, un retour vers soi pour aller vers le soi. Et ça se fait pas sans violence. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est la fin du complexe d'Oedipe. Et je vais juste aussi mettre en relief, en fait, les forces qui sont à l'intérieur. On a Oedipe. Oedipe, il incarne, en fait, la volonté personnelle. Voilà. Il part en croyant qu'il va pouvoir protéger ses parents et éviter la prophétie. Finalement, sur son chemin, il tue un homme et cet homme, manque de peau, c'était son père. Il résout l'énigme du sphinge par son intelligence. Il agit comme un homme libre, volontaire, sûr de lui. Et là, on peut penser que la volonté personnelle suffit à orienter sa vie. Mais cette volonté, elle est limitée. Elle agit à l'intérieur d'un cadre plus vaste. Donc, première force, force volontaire. On a la deuxième force, la force des influences visibles et invisibles. Malgré la volonté personnelle d'Oedipe, on se rend compte en fait que tout au long de son parcours, les événements se sont enchaînés. Donc la rencontre au carrefour, la mort de Laios, la réussite face au sphinge, la place du roi, le mariage avec Jocaste. Et en fait, tous ces éléments sont guidés par des forces qui sont plus grandes que Oedipe. Et en fait, tout cet enchaînement amène malgré tout à la réalisation de la prophétie.
Et c'est là qui est aussi intéressant parce que lorsqu'on se arrête à la volonté humaine ou à des forces visibles et invisibles, on peut croire que l'aveuglement, la chute, est une fin en soi. Et c'est là où effectivement on a la troisième force, qui est la force de l'ordre cosmique. Hein. Parce que là, le fait de se crever les yeux n'est pas une fin en soi, hein, c'est pas une chute. La chute n'est pas une fin en soi. C'est justement là le début de la réalisation. Et là, on va parler des forces cosmiques, le destin. Avant même la naissance d'Oedipe, une prophétie est donnée à Laios. Son fils le tuera, son fils épousera sa mère. Cette prophétie représente une loi cosmique. Elle dépasse la volonté humaine, elle précède les actions humaines et elle oriente les événements. Laios, il tente de fuir, il abandonne son enfant, il tente d'éviter la prophétie. Oedipe, lui, de son côté, il va s'éloigner de ses parents. Mais en fait, chaque tentative ne fait que les rapprocher en fait de ce destin. Et là, on a la force supérieure, c'est le rétablissement de l'ordre du monde. Lorsque la souillure apparaît, Thèbes est frappé par la peste, le désordre s'installe. Oedipe, lui, même déclare qu'il faut trouver la cause, qu'il faut purifier la ville. Lui qui était le sauveur devient à son tour la cause de la calamité. Et en fait, il va devenir l'instrument de la rectification par ce processus de dépouillement. Ah, c'est vraiment, l'histoire d'Oedipe, elle est vraiment incroyable. Et c'est là aussi où je pointe aussi l'absurdité l'absurdité de ce terme de complexe d'Oedipe, hein, parce qu'en fait, complexe d'Oedipe, c'est quand même c'est mettre un nom à un mythe d'un homme qui cherche la lumière. Hein. Et on pose comme ça une étiquette qui a quand même une connotation assez particulière et qui montrerait l'ombre. En fait, bref, je sais pas, il y a un renversement total en fait des valeurs. C'est hallucinant en fait. Parce que quand on parle du complexe d'Oedipe, c'est comme si on parlait d'Oedipe comme le problème lui-même. Alors que Oedipe, c'est pas le problème, c'est la manifestation d'un microcosme qui est coupé du macrocosme. Et non pas de sa faute, mais porté par la folie de son père. Son père qui incarne, on va dire, la matérialité. En gros, hein. Et justement, Oedipe, c'est celui qui cherche le juste, qui cherche la vérité, qui prend acte, qui se plie, et il devient un initiateur, et il retrouve le grand esprit. Voilà, enfin, je sais pas. Coller le complexe d'Oedipe alors que Oedipe montre un processus sacré, et il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet d'élargir un peu plus les choses.